temps. Michel Capacho, donc, est président de la Fondation des États-Unis du Monde, établi à Naples. C'est un faiseur de paix, inlassable, infatigable faiseur de paix. Donc ça fait 40 ans que c'est eux, et ça se poursuit avec le même engouement, la même envie et la même faveur justement de construire la paix à travers le monde. Donc il est architecte de formation, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que Michel Capacho pour présenter Michel. Donc voilà, la parole est à toi. Alors, bonjour à tous, je suis très ravi d'être ici à Fès, au salon de l'édition de livres, grâce à mon frère ami Mohamed Zine Labdine. Aujourd'hui, nous vivons une période noire de l'histoire de l'humanité. Une immense famine d'amour et de joie a fait la destruction de toute l'humanité. Un égoïsme suicidaire a contaminé nous tous. Et le mot paix, ils sont 4 lettres, P-A-I-X, n'existe plus. On s'en parlait seulement de réarmer avec des missiles, avec tous les armements de guerre. Aussi, le nouveau mot de l'Union européenne, c'est Rearming Europe, réarmons l'Europe. Mais il faut réarmer les cœurs, les âmes, les sentiments, le bien-être qui est dans chacun d'entre nous. C'est avec ces sentiments qu'il y a désormais 40 années que nous avons donné vie aux États-Unis du monde, avec un réseau de 180 pays, plus, et 16 000 organismes de la société civile. Puis il y a des sections autonomes comme la Fondation de la Méditerranée, l'Académie de la Méditerranée, la Maison du Maghreb arabe, qui aident le développement des actions des États-Unis du monde, qui aujourd'hui sont 11 000 dans 40 années. On a fait des forums pour la paix, pour la société civile, avec milliers et milliers de personnes, mais surtout, on a introduit un terme très simple. Aujourd'hui, dans un moment de l'histoire où la globalisation tourne nous tous, il faut être capable de transformer l'amour pour le pouvoir, où tout le monde est plongé, aussi les religieux, le pouvoir c'est le centre de l'attention. Il faut changer le paradigme d'un pouvoir de l'amour. Amour dans le sens le plus biblique du terme. Amour pour la terre, amour pour l'autre, amour pour toutes les choses qui passent sous nos yeux. Aujourd'hui, surtout les jeunes ont perdu la capacité d'être positifs sur le futur. Nous assistons beaucoup de jeunes qui viennent nous trouver et ils n'ont rien compris. Ils voyagent seulement sur les sociaux, sur les mobiles, sur les smartphones et ils ont perdu la joie de se regarder dans les yeux, la joie de s'embrasser, la joie de parler, la joie de changer des opinions, même si ce ne sont pas les mêmes, mais de trouver un dénominateur commun qui puisse aider tout le monde à marcher ensemble en paix et avec un respect mutuel. Quel est l'engagement aujourd'hui que nous avons? C'est surtout en confrontation des jeunes. Quand j'étais jeune, désormais il y a plus de 60 années, le positif était sous nos yeux. Après la Deuxième Guerre mondiale, on était obligé à penser en positif. On devait reconstruire les choses qui étaient détruites. On devait penser avec joie à notre futur. Donc, j'ai passé les années de ma jeunesse avec une grande joie, une grande force pour la reconstruction. Aujourd'hui, si on voit les journaux, si on voit la télé, si on voit les sociales, on parle seulement de choses mauvaises. Les femmes qui ont été tuées par leur mari, les guerres, les caresties, les injustices sociales, et une liste énorme. Le positif, semble-t-il, n'existe plus. Et alors il faut enseigner aux jeunes à devenir chasseurs de positif. Ils doivent trouver
pour leur vie et pour notre futur. Le positif, c'est d'abandonner les smartphones et les choses sociales et ici à Rabat, faire une promenade sur la plage et garder le coucher du soleil, par exemple. Ou garder les fleurs en printemps. Les choses minimales qui aujourd'hui sont indispensables pour redonner à la vie un sens. Pourquoi? Parce que nous avons un grand ennemi devant notre vie. C'est l'intelligence artificielle ou ignorance artificielle. Elle est dans les mains de 4-5 grandes sociétés capitalistes du monde qui ont l'aspiration de gérer notre cerveau. Et avec notre cerveau, notre âme, notre cœur, notre sentiment. Ça, il faut arrêter. Il faut mettre en place des moyens aussi législatifs qui peuvent redonner à l'intelligence artificielle la seule place d'aider les activités humaines. Ce sont nous qui devons l'utiliser, ce n'est pas elle qui va l'utiliser. Ça, c'est très difficile. Nous sommes fortement engagés sur ça, surtout au niveau didactique avec les écoles de tous les pays principaux du monde. Mais je vous dirais, je suis très désolé, parce que je ne trouve pas la correspondante adhésion. Tout le monde dit que l'intelligence artificielle va nous aider. Qu'est-ce qui va aider? On prévoit pour 2040 plus de 150 millions de personnes qui ont perdu leur travail. Donc l'intelligence artificielle qui doit nous aider va provoquer la disoccupation, la faim, personne qui ne peut plus détruire la dignité humaine. Alors quelle intelligence il s'agit? Au point de vue politique, nous assistons à une période de l'histoire où il y a la globalisation de la médiocrité. Jamais dans les dernières décennies, peut-être siècles, on a eu une correspondance presque dans tous les pays du monde de politiques médiocres, de diplomates médiocres, d'hommes de culture et de sciences médiocres, sauf quelques exceptions. Si dans cette période historique, par exemple, on aurait eu en Russie Gorbatchev et dans d'autres parties du monde des grands géants de la politique, des hommes d'État, les guerres, les morts et les travestis n'étaient pas comme sont aujourd'hui. Et aussi dans la culture, Sartre, Camus, Picasso, c'était des gens d'espèces qui se trouvent aujourd'hui. Alors c'est indispensable, ça c'est la mission de cet atelier du monde, de donner à la culture une force énorme, vitale, capable de changer ce processus noir de l'histoire. Et ça on le fait avec humilité, avec l'activité de tous les jours, avec les enfants. Nous allons recevoir dans notre siège de Naples et dans d'autres pays milliers d'enfants d'aujourd'hui. Et quand je les accueille, un pourcentage de 5, 10, 15%, il va pleurer, il comprend et il le suit. Ce sont des semaines pour qui doit nous assurer un vrai futur. Et alors, je vais parler, même s'il y a le bruit, etc., et même si vous êtes peu de personnes. La dernière conférence, je l'ai fait la semaine passée, il y avait 3000 personnes. Mais personne ne m'a écouté. Tout le monde était à voir les mobiles, les choses. Les journaux ont dit, le professeur Capaz a eu un grand succès, 3000 personnes écoutaient. Personne. Tout le monde était distrait d'autres choses. Je préfère avoir peu de personnes qui puissent comprendre. Un de mes amis les plus chers était l'ancien président de l'Uruguay, M. José Mujica. C'était un homme qui avait... C'était un homme, je salue mon cher ami, le directeur Salim Al-Malik, très cher ami. Et il avait décidé de vivre dans sa maison pauvre. Sa salaire a été donné aux autres.
il est venu chez nous à nous trouver et il a fait un discours mémorable. Il a dit, mesdames et messieurs, nous venons à la vie avec la chance d'être heureux. Nous devons vivre heureux. Mais nous sommes la cause la plus grande de manque de heureusité. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour gagner. Et nous allons perdre la chose la plus importante, c'est la vie, c'est le temps. Le temps d'être avec la famille, le temps de voir la nature, le temps de nous amuser. Et ça, c'est la responsabilité de l'économie de marché. L'économie de marché, avec les communications, les instruments sociaux, nous dit acheter. Le mobile, le smartphone, c'est pas bon, de nouveau. Et nous, pour faire ça, travaillons, gagnons, et nous perdons le temps. Donc, nous perdons la vie. Et c'est le concept de la vie lié à l'économie qui c'est un défi très important. Plus, il faut comprendre qu'il y a une grande coupole qui gère le monde, un peu de personnes, et qui pense seulement aux grandes économies, à gagner beaucoup d'argent sans travailler, même si les gens doivent mourir. J'ai fait une conférence avec une diapositive sans commentaire. Le fils du président Trump, il a acheté une compagnie de pétrole 3 jours avant que son père donnait guerre à l'Iran. Il a gagné 800 millions de dollars dans 3 jours. C'est une chose éthique? Non. Et les autres, comme Amazon, comme Elon Musk, etc. C'est-à-dire les grands groupes, alors, ils vont gagner tout. Au point de vue de la dimension culturelle, une chose importante, c'est le dialogue entre les religions et les cultures. Nous sommes basés sur ça il y a de 40 années et nous avons réuni des gens de différentes cultures et religions pour trouver le dénominateur commun dans lequel ils doivent travailler et parler. Et la considération que nous avons faite, et qui, dans tous les dossiers, dans tous les papiers, on trouve encore aujourd'hui l'Occident s'oppose à l'islam. L'Occident, c'est contre l'islam. L'Occident n'aime pas l'islam. Dans tous les dossiers, il pose les questions en 2 termes, islam et Occident. Encore dans les documents de la semaine passée de l'Union européenne, il faut travailler pour interrompre la contraposition entre l'Occident et le monde islamique. Je préfère le monde arabo-islamique, c'est plus complet. Mais le problème, ce n'est pas ça. La question est à 3 termes. C'est le monde arabo-islamique, l'Occident et la globalisation. Si on met le problème dans 3 termes, la responsabilité n'est pas l'opposition entre l'Occident et le monde arabo-islamique, mais c'est la globalisation. Et si on vient voir l'histoire, on a eu des années, des siècles de collaboration entre le monde arabo-islamique et l'Occident. Ce n'est pas un concept qui n'existe pas trop dans complète des choses comme ça. Alors il faut reprendre les choses qui nous unissent, les choses qui nous donnent la possibilité d'être ensemble, de vivre ensemble. Par exemple, la Tunisie, c'est juste en face à l'Italie. Nous avons fait une recherche il y a des années où les familles Scali qui viennent de la Tunisie, ils font la même nourriture qu'on fait en Sicile, à Naples, etc. Les mêmes traditions, les mêmes choses. Ce sont des peuples qui sont des, je l'ai écrit, sont des peuples cousins. Nous sommes cugini, des peuples cousins qui sont habitués à vivre ensemble. Mais ça, il faut le réaffirmer avec force, avec la dimension énorme de la culture de la paix. Parce que malheureusement, la globalisation a détruit tous les sentiments et toutes les différences importantes. La première fois que je suis venu à Marrakech, 1979, il n'avait rien. Il avait un train, il est sorti, il avait une petite affaire qui sonnait, etc. L'année passée, on allait avec Pia là-bas, il avait McDonald's, il avait toutes les choses. Il semblait arriver n'importe dans quelle ville du monde, sauf à Marrakech.
Et la même chose, c'est l'identité des villes qui c'est important. La globalisation va à détruire l'identité des villes. Et l'homme qui vit dans la ville fait la civilisation de tout le monde. La ville est une dimension culturelle et émotionnelle vitale. Parce que chacun de nous, il veut vivre dans une ville. Mais la chose qui passe aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, dans tous les pays du monde, est qu'on a eu la périphérisation des villes. Les villes sont devenues périphéries d'elles-mêmes. Il n'y a pas plus la civilisation urbaine, comme dans les anciennes villes grecques, tunisiennes, romaines, etc. Où il avait, ça je parle maintenant d'architecte ingénieur, il avait l'intelligence de projeter, de réaliser avant tout les lieux de rencontre et l'espace de socialisation et après les palais et les habitations. Aujourd'hui, on fait des grands palais, des grandes affaires, etc. Et la socialisation est abandonnée. Il y a les périphéries, il y a les injustices sociales. Il y a en Italie surtout aujourd'hui, tous les enfants entre 11 et 15 années, ils ont les couteaux, ils sortent avec le couteau et chaque jour, ils tuent les amis simplement pour un mobile, une Coca-Cola pas payée. C'est une absurdité. Ça, c'est une question qui a origine dans une différente et compliquée congestion des villes qui doit être complètement changée. Il faut restituer la démocratisation à la construction des villes qui doit être ouverte à la socialisation et à tous les besoins vrais de la société. En plus, nous avons le problème des problèmes. C'est l'identification d'une identité universelle. C'est ça le but de cet atelier du monde. Mon ami, un astronaute, il est parti dans la dernière mission, il m'a appelé, il m'a dit, Michel, quand j'étais là, il est arrivé jusque derrière la Lune, donc c'était comme ça. Quand je suis retourné, je me suis ému parce que j'ai vu la Terre qui montait, c'était le coucher de la Terre. C'était une petite boule comme ça. Là, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. C'était simplement une petite boule. Mais dans cette boule, nous nous sommes rapprochés. S'il y avait une tempête de pollution, dans 10 minutes, il passait de l'Orient à l'Occident. S'il y avait des choses, il y avait tout ça. Et puis, l'atmosphère, c'était très, très raffinée. Seulement, une petite affaire, elle pouvait détruire la vie sur la Terre. Donc, la faiblesse de la planète, la faiblesse de l'univers, qui impose à nous tous quoi? D'être filles et fils d'une seule terre. Nous sommes tous filles d'une même terre et nous devons sauvegarder la terre et en même temps assurer la paix. Alors, comment on peut faire ça? Un grand philosophe qui c'est Gadamer de l'Allemagne, il avait dit quand il est venu il y a désormais 30 années, pour sauvegarder la terre, il faut l'aimer. Et pour aimer la terre, il faut être conscient de sa faiblesse et de la limitation des ressources que nous considérons limitées, comme l'eau, comme l'air, comme toutes les autres choses, etc. Seulement avec cette capacité, on peut comprendre l'importance de ce que nous allons faire. Et de cela, dans la constitution de cet atelier du monde, nous avons prévu un concept important, c'est la conversion écologique. C'est différent de la transition écologique. Encore aujourd'hui, dans les documents des Nations Unies, de l'Union européenne, des réseaux de l'environnement, on parle d'une transition écologique obligatoire. C'est pas bon. Transition signifie, comme il a dit d'autres politiques, on va là et on retourne. S'il y a un problème, on remet le carbone et d'autres choses, etc. Non, il faut se convertir à une nouvelle méthodologie de vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir le respect pour l'eau, le respect pour la pollution, le respect pour les fruits, parce que si nous sommes capables, avec les nouvelles technologies, même si nous sommes 14 milliards, le bon Dieu a fait sur la terre des ressources pour que nous tous, nous pouvons vivre bien ensemble.
Ça, on la trouve aussi dans la valorisation du patrimoine culturel et touristique de tous les pays du monde. Nous avons publié un livre, par exemple, sur le patrimoine culturel du Moyen-Orient. Si par hasard, il n'y a pas de guerre au Moyen-Orient, des pays comme Israël, la Palestine, Liban, Syrie, Jordanie, etc., c'est comme les régions du sud de l'Italie. Dans une aire, je peux aller de Jérusalem jusqu'à Makaba, je peux aller à Baalbek au Liban, je peux aller à Damas en Syrie, je peux aller n'importe où. Je peux aller dans le cœur du patrimoine culturel, historique et religieux mondial. Avec un gain d'argent, s'il n'y avait pas de guerre, c'est 140 fois plus du produit lourd de chaque pays. Qu'est-ce que nous faisons? La guerre. Nous détruisons tous et nous détruisons la vie de tout le monde. Ça dépend d'une dimension d'ignorance historique, d'ignorance politique. Je salue notre ami l'ambassadeur d'Égypte au Maroc, que j'ai eu le plaisir de rencontrer parce qu'on a une longue tradition d'amitié avec son père, avec lequel on a jeté les bases du processus euro-méditerranéen et de le partage de la société civile il y a déjà plus de 35 années. Alors je dirais, la responsabilité, c'est de qui n'a pas la culture de comprendre l'histoire. Si on regarde l'histoire, on comprend qu'il y a de grandes responsabilités. Dans le palais où il y a le siège de notre institution des États-Unis du monde, c'était une fois le Grand Hôtel de Londres. Madame l'a visité. Et nous avons reproduit les chambres des grandes personnalités qui sont passées pour cet hôtel. Maria Callas, Caruso et aussi Winston Churchill. Winston Churchill, il a vécu un mois à la fin de septembre 1943 dans cette chambre. Il a reçu Tito, il a reçu les grandes du monde. Et à la table de sa chambre, il a fait une chose très bonne et une chose mauvaise. La chose bonne, il a signé le manifeste pour les États-Unis d'Europe, qu'il a prévu et qui aurait dû une grande force. La chose mauvaise est qu'il a pris la carte géographique et il a dit, ça, je vais éliminer ça à la Palestine, aux pays arabes, et ça c'est Israël. Et ça c'était la catastrophe, une responsabilité politique énorme, malheureusement, qui est encore aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas une chose politique, moi-même. Parce que j'ai eu la chance de connaître Isaac Rabin, la chance d'être ami de Shimon Peres, qui avait compris ça. Il travaillait comme s'il avait la conscience qu'il était occupant d'une terre qui ne n'était pas la même, et donc il travaillait pour dialoguer avec la Palestine, le Liban, etc. Les autres, aujourd'hui, ne comprennent ça, une dimension fou qui nous porte aux résultats qui sont tous les siècles. Alors, c'est la responsabilité de la société civile, des universités, des associations, des réseaux de femmes, d'hommes et de jeunes, d'obliger les politiques à dire nous voulons sauvegarder la terre et la vie, notre vie. Ce n'est pas possible tout ça. Dans 30 années, nous avons aidé beaucoup les amis de Gaza. Nous avons eu un siège là-bas et Gaza, j'ai vécu beaucoup de fois là. Je suis allé plus de 140 fois. C'est pas comme on l'a décrit. Gaza, c'était une ville moderne. Il y avait plusieurs universités, des hôpitaux à l'avant-garde, des collègues architectes plus experts que dans d'autres parties du monde, des restaurants, des journalistes. C'était un réseau de vie très dense, beaucoup plus active dans la vie sociale, culturelle et scientifique que d'autres villes du nord de l'Europe et d'autres parties du monde. Aujourd'hui, avec la destruction de la striche de Gaza, comment on dit striche? De la bande de Gaza. De la bande de Gaza. On a détruit l'humanité. On a détruit nous tous. Donc c'est un nouveau holocauste de l'histoire qui jamais pourrait être oublié. Qu'est-ce que nous sommes allés à faire dans ce cadre? Aussi avec l'intervention de Pia,
qui est la directrice de tous ces programmes. Nous avons retenu très important de donner la voix aux douleurs des mères des victimes de guerre, des enfants morts dans la mer, des violences, etc. Et nous avons lancé un programme qui s'appelle Mère, en commençant par la Bosnie et par Gaza. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé de publier les noms de tous les victimes de guerre. Donc aujourd'hui à Gaza sont 75 000, entre lesquels 18 000 enfants. Ce ne sont pas des nombres, ce ne sont pas de n'importe quoi. Ce sont des êtres humains qui ont leur histoire, leur famille, leur vie, leur choses. Et avec tous les gens qui ont donné une dimension d'aide et de considération de ces mères. Donc les mères nous ont donné déjà, on est déjà presque 25 000 témoignages, des témoignages de leur douleur, aussi de leur espoir, pour dire non à la guerre, pour dire non à les choses et toute la vie de tous. Je suis très honoré ici et je remercie mes chers amis Mohamed et Salim qui nous a trouvés dans notre siège, parce que l'autre chose que nous avons décidé aujourd'hui de faire, c'est de témoigner. Aujourd'hui, avec la famine d'amour, il y a aussi l'absence de point de référence. Le monde a une déperdition. Il ne peut pas où garder, parce que s'il y a une référence, le jour après, il est détruit. S'il pensait que le Messie c'était bien, une fois qu'il vole. Donc, il n'existe presque plus aucune référence dans le monde politique, culturel, scientifique et religieux. Et alors, témoigner avec un rigueur de témoignage, ce n'est pas de raconte blablabla, mais avec les documents, les faits, etc. De l'expérience de 40 années de vie, c'est une chose très très importante. C'est pour cela que pour la première fois ici, on est dans un salon de livres, donc j'amène avec moi des livres pour faire comprendre tout cela. On a voulu présenter ces livres qui sont de 1000 pages. Et on appelle États-Unis du monde, une histoire vraiment dédiée. Le titre a été nous donné par Papa François, qui est un cher ami, qui a lu le livre. Et il a dit c'est vraiment comme une petite Bible, il faut la témoigner et la faire connaître à tous. Dans ce livre, il y a toute notre histoire. Il y a la connaissance avec le directeur Salim, avec Mohamed, les choses qui sont passées dans toute cette année et qui, en partie, j'ai raconté aussi à mon ami, l'ambassadeur Abdelatif, aujourd'hui. L'autre livre qui est sorti, ça fait 10 jours, c'est François, le pape des États-Unis du monde. La moitié de ce livre, c'est dédié au monde arabo-islamique. Parce que Papa François, il aimait beaucoup l'islam. Il a voulu toujours travailler pour rapprocher l'islam à la religion catholique. Quand nous lui avons dit, écoutez, il faut signer un document commun entre le monde catholique et le monde islamique, il a dit oui, travaillons sur ça. Après 6 années, on a réussi à Abu Dhabi en février 2019 à faire signer à lui et à Al-Tayeb, le grand imam du Caire, le document universel sur la fraternité humaine. Et le livre raconte toute l'histoire pour joindre à ce moment important qui encore aujourd'hui a un grand significat et qui doit être reprise avec force. Mais pour faire ça, il faut avoir la force de la culture. La culture doit être comme la force militaire et comme la force économique, la troisième force bonne pour tracer le processus de l'histoire. Ça, c'est difficile parce qu'aussi dans le monde diplomatique, je n'ai parlé avec Ahmed il y a quelques heures, c'est surtout l'économie qui marche. Le ministère des Affaires étrangères italien, il l'a changé, il a associé à lui le ministère du Commerce. De 90% c'est le commerce et 10% c'est la diplomatie. Donc on a changé
de paramètres. Et ça, c'est pas bien, parce que l'Italie a une grande tradition diplomatique qui a empêché aux États-Unis des affaires il y a des années, qui a donné une impulsion avec les relations avec le monde arabe. Et surtout pourquoi? Parce que les ministres italiens des Affaires étrangères, le Premier ministre, il était surtout homme de culture. C'était des hommes qui avaient étudié, qui avaient lu les livres, qui connaissaient l'histoire. Aujourd'hui, je dois le dire avec beaucoup de tristesse, les diplomatiques, les hommes politiques, quelquefois, n'ont pas aucune culture, ne savent jamais parler même la langue, la grammatique. Et ça, c'est regrettable, parce que c'est seulement la combinaison des affaires politiques qui les amène dans des places. On trouve des médecins qui font l'économie, ou au ministère de la Santé, des économistes qui ne comprennent rien. Et ça va détruire toutes les dimensions. Moi-même, personnellement, 1992, j'étais tellement convaincu de la nécessité d'arriver aux États-Unis d'Europe. C'est une chose différente de l'Union européenne. L'Union européenne s'est basée sur les traités de Maastricht, qui sont des traités seulement économiques. Ils n'ont pas une politique extérieure commune, ils n'ont pas une politique économique, pas du tout. Avec des grands personnages de tout le monde, nous avons préparé le manifeste pour les États-Unis d'Europe. Nous l'avons diffusé, nous l'avons soutenu. Nous sommes arrivés presque à la veille de le faire signer. Mais malheureusement, des petits pays, avec la règle absurde de l'unanimité. Imaginez-vous qu'encore aujourd'hui, en Europe, il y a la règle de l'unanimité. C'est-à-dire qu'un petit pays qui n'est pas fondateur, je fais les noms, comme Malte, Chypre, etc., Malte, c'est comme un quartier de Naples, de 100 000 habitants. Donc, il se sait à la table avec l'Espagne, avec la France, et dit, je dis non. Et pourquoi? Non, je dis non. Qu'est-ce que tu veux la présidence de ça? Qu'est-ce que tu veux l'argent pour ça? Ça, c'est absolument fou. Et même les Nations Unies se trouvent dans cette dimension critique qu'il faut la changer. Sur cette question, la culture a un rôle indispensable. Parce qu'il faut démontrer avec l'histoire, avec les exemples positifs du passé, avec tous les bons exemples de pratiques, il y en a beaucoup, qui seulement la culture appliquée à la politique, à l'économie, à toutes les choses du monde, qui peut restituer à nous tous la dignité et l'espoir pour un futur qui doit être pour nos jeunes absolument important. Merci infiniment. Merci infiniment, Michel, pour ces éclairages et sans doute je ne sais pas, Nadia, si les effets, j'ai envie de rebondir sur ça. Donc, les idées maturent un peu. D'accord. Voilà. Déjà. Merci, professeur, pour cet exposé. Est-ce qu'il est vraiment optimiste ou pessimiste? Je ne sais pas, sincèrement. Parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que la paix, la construction de la paix, c'est quelque chose de très difficile maintenant dans ce qui se passe actuellement dans le monde d'une manière générale. Et vous l'avez si bien exprimé, surtout ces jeunes qui ont perdu l'espoir dans l'avenir. Et nous sommes obligés de penser positif. Quand vous le faites, ça fait maintenant 40 ans, bravo, parce que c'est pas facile effectivement de le faire. Bravo d'avoir fait ce que vous avez fait et toujours cette force qui vous anime pour aller de l'avant. Mais moi je me pose la question, est-ce que ce que vous avez réalisé maintenant, après 40 ans de travail, avec tout ce que fait d'autres organisations qui travaillent aussi bien la société civile que les organisations internationales, sur la question de la paix, de l'avènement de la paix malheureusement dans ce monde-là,
est-ce que nous allons arriver un jour à trouver effectivement cette paix, ou bien est-ce que nous sommes voués à vraiment s'entretuer entre nous et davantage encore? Parce que j'ai l'impression que cela ne va pas cesser malgré tous les efforts que nous sommes tous en train de faire. Je suis désolé d'être un peu pessimiste, mais je ne sais pas pourquoi c'est votre discours qui m'a donné cette impression que nous sommes en train de nous battre comme si c'était un combat perdu d'avance. Voilà. Merci pour la question qui c'est très appropriée. Et je vous réponds que le problème c'est toujours de la culture. Dans le grand livre que j'ai ici, il y a un chapitre qui s'est dédié à l'Ukraine et à la Russie. Le février de 2022, j'étais à Odessa, en Ukraine, et un ami il m'a dit, écoute, il y a presque 400 000 personnes à la frontière avec la Biélorussie pour faire une exercitation militaire. J'ai dit une exercitation militaire, 400 000 personnes, tout est faux. Ce monsieur, il désire faire autre chose. Et alors, si les politiques du monde, je m'excuse, je fais seulement cette parenthèse culturelle de politique. Il m'a dit, je ne parle jamais de politique, mais il faut le faire. Et alors, le problème, j'ai travaillé aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont la responsabilité seulement d'être un peuple jeune. Mon ami Ahmed vient d'un pays qui s'est raciné dans les cultures, il y a millénaires et millénaires. Les États-Unis, comme en Italie et en Europe, il avait la Renaissance, Leonardo da Vinci, etc., c'était indigène et sont une découverte. Alors ils sont jeunes comme peuple et encore aujourd'hui, pour eux, il existe le noir et le blanc. Il n'existe pas de différence. J'ai vu des documents, j'ai reçu le secrétaire d'État des États-Unis qui parlait encore, il faut éliminer la Russie de la Terre. Éliminer la Russie. C'est une ancienne civilisation. Il y a 10 fuseaux horaires. Qu'est-ce que vous éliminez? Au contraire, là, il faudrait lui dire, écoute, la Russie avait une berceau qui s'appelait Ukraine. Odessa, c'était la ville où est née toute la Russie. C'est correct que quelqu'un ne veut pas la perdre, tout cela. Et alors, dans le livre, je fais un rêve, et puis j'ai transmis à Pope François. J'ai dit, écoutez, si vous pouvez aller avec quelques chefs d'État chez Poutine, vous pouvez essayer à une table et vous lui dites, écoute, la Crimée a décidé qu'il va être avec toi et nous travaillons pour te la donner. Les autres régions, on demande aux gens avec le contrôle notre, si les élections sont bien. Non, si vous restez avec l'Ukraine et avec la Russie. Déjà, cette affaire avait résolu le problème. Mais c'est difficile parce qu'il y a les problèmes des armes, il y a les problèmes économiques liés au conflit. C'est toujours comme ça dans la mémoire de l'histoire. Mais il faut être toujours positif et optimiste, surtout avec les jeunes, mais à une condition, qu'il faut jamais perdre la reconnaissance de la compétence. Mon ami Salim, c'est un grand médecin. Si j'ai un problème au cœur et qui va m'ouvrir n'est pas capable de me tout. Donc, aujourd'hui, la paix, c'est un malade grave et pour la sauver, il faut avoir des personnes compétentes dans tous les domaines de l'humanité. Seulement ça, c'est la condition qui peut nous donner la possibilité d'être positif et de joindre à la paix. When people talk about peace, we at ISIS have taken peace as one of our main objectives. It's the principle that most of the organization value and most of the organization work for. Peace has to be part of the culture, part of the religion. And without peace, you cannot live. Without peace, you cannot survive. And without peace, you cannot even make your life easy. I think all the awards that has been
presented worldwide must be based on the importance and the values of peace. So I admire your organization and the values that you have in your organization, and the willingness and the time that you have given in order to build and put peace as a priority, not just within your organization, but in all over. I was honored by the award that you have given to me, and I hope that people all over the world put peace at their front as a priority. And building peace is building a bridges. And building walls, building hate is building walls between people. So we should value the importance of this. Thank you. Well, first, let me thank ISESCO and its Director General for having this wonderful session. Michele Capasso, I met him 30 years ago with my father in Naples. We went to visit him at the Foundation for the Mediterranean. And it's amazing to see how a man with an idea and a vision can develop it and make it such a bridge between people, cultures, countries. So Michele is a visionary, and I think we are in a time of crisis in the world. We're in a time of division, and we're in a time actually where we need bold ideas, like the ones you have talked about, the United States of the world. This is the time for this type of ambition, where we are rethinking everything. We are rethinking cooperation, we are rethinking, how do we build peace? And I think we need to think building peace, not just through agreements, through treaties between countries, but also through art and culture, through the civilizational dialogue, and very new and bold initiatives. Egypt is a country that is very keen on all of these ideas. The first peace treaty in the world was concluded in Egypt thousands of years ago, and then we have been a country that is a promoter, a supporter of peace in so many aspects. And I think wish you all the success working with all of us, organizations like ISESCO, and they continuing to take forward this very bold vision. Thank you. Dans ces deux livres, il y a l'histoire de notre amitié, par exemple avec l'Égypte et avec la Tunisie. Mais ce n'est pas un livre politique. C'est un témoignage vrai de ce qui est passé. En 1997, avec son père qui était un ambassadeur de Caire, avec un cher ami ambassadeur de la Tunisie, nous avons décidé de donner la voix aux représentants de la société civile des pays de la Méditerranée. La Commission européenne a dit de 100 personnes. Est venu son père et m'a dit, en Égypte, il y a 140 000 associations. Comme je fais à choisir 40 personnes, il faut au moins 500. Il est venu l'ambassadeur de la Tunisie, a dit la Tunisie est surtout excellente pour toutes les associations de femmes, de jeunes, etc. Et je dois avec difficulté choisir 300 personnes. Comment on fait ça? Alors j'ai fait une décision difficile. J'étais architecte, j'avais des maisons, des appartements. J'ai vendu un appartement pour réunir 4000 personnes de la société civile à Naples. Mais avec une condition, qu'on devait les préparer pour aboutir à des projets concrets. Je suis allé plusieurs fois en Égypte avec son père. On a discuté avec la bibliothèque d'Alexandrie, on a discuté avec l'Académie des sciences, on a discuté n'importe qui. Et après une année de travail, ils sont venus à Naples et comme à l'orchestre, tout le monde préparé a produit des projets concrets. C'est la même chose qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut abandonner les smartphones et les sociaux. Il faut se retrouver pour un parcours commun qui, à travers la culture,
à travers la science, mais surtout à travers l'amour, peut nous donner la possibilité de reconstruire notre chemin commun. À quelles conditions? Le respect mutuel. Aujourd'hui, nous vivons une culture de prévalence, où seulement le pouvoir de l'argent et seulement le pouvoir des grandes capitales mondiaux sont la référence pour les jeunes. Non, ce sont les valeurs, les vraies valeurs de la vie, la protection de l'environnement, l'amitié, le respect mutuel, le dialogue entre religieuses, le respect de la femme qui doit être les piliers fondamentaux pour redonner la vie à nous tous. Pourquoi? Parce que nous vivons une période difficile. En Italie, par exemple, il y a une dénatalité jamais vue. Si on continue comme ça, on ne fait pas de fils en Italie, aussi en Europe, en France. Nous avons fait une projection de 2050, il y aura 24 millions d'habitants moins dans les pays de l'Union européenne. Et alors, qu'est-ce que c'est cette histoire qui doit abandonner les gens qui vont à les frontières et qui vont venir dans les pays de l'Europe? Il est suffisant de les intégrer en éliminant les personnes mauvaises qui se trouvent dans toutes les sociétés du monde, avec une formation des gens qui viennent de la rive sud aux besoins que nous avons. J'ai dit à l'ambassadeur d'Égypte que, par exemple, les Égyptiennes sont les meilleures à faire la pizza. Si vous venez à Naples, le 80% des pizzas qui font la pizza sont de l'Égypte. Et alors, c'est bien ça, parce que l'Italie est encore aujourd'hui très recherchée au point de vue touristique. Surtout que maintenant les pays du Golfe sont un peu abandonnés, mais on ne trouve pas qui fait la pizza, qui serve à la table, qui cuisine, etc. Pourquoi n'intégrer pas les migrants qui vont de la Tunisie, de l'Égypte et d'autres pays pour les adapter à notre société et créer la société commune de destin, ce que nous appelons la vraie communauté de destin et de paix. C'est ça notre rêve, c'est ça notre but, c'est ça l'engagement qui pour le reste de ma vie. Désormais, c'est déjà beaucoup passé dans cette affaire. Je vais la dédier avec un rêve que je vais partager avec vous. Et avec Salim. Il y a 25 années que nous avons mis en évidence qu'il n'était pas approprié le siège des Nations Unies à New York pour représenter tous les pays et les peuples du monde. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un palais vertical où il n'y a pas aucune société civile, il y a seulement des ambassadeurs et ne trouve pas une correspondance aux besoins d'aujourd'hui. Alors j'ai appelé aux grands architectes amis de tout le monde de réaliser une maison pour la paix. Il s'agit d'un bâtiment le plus à l'avant-garde d'aujourd'hui jamais projeté. Il a 300 mètres d'auteur, il est autonome, les pays n'ont pas les frontières. Tout le monde, ils les ont réalisés avec les hommes, les animaux et les arbres qui s'embrassent entre eux, donc une société commune. Il a un système énergétique spectaculaire qui fait de ce palais un projet d'avant-garde pour qui? Pour les citoyens demain, pour les jeunes. Le projet c'est opérationnel, mais nous sommes en train de trouver le pays qui peut l'hospiter avec un rêve de pouvoir le réaliser dans la mer, dans les eaux internationales. Comme ça, il va n'appartenir à personne, il appartient à la mer, il appartient au monde, il appartient à l'humanité. C'est ça notre engagement difficile, mais je suis sûr que ça, c'est un semaine important pour représenter, par exemple, dans son étage, Saudi Arabia, Égypte, Tunisie et Italie, pas seulement les gouvernements, mais les universités, les musées, les associations, tout le monde vrai qui est le capital indispensable de chaque pays du monde, qui doit être entre les nations. Merci beaucoup à vous tous, même dans cet petit espace, parce qu'il y a un mot qui mon ami, le grand philosophe Gadamer m'avait dit. Je disais à lui, je me sens très petit, très petit, très petit. Elle m'a répondu une fois, tout est petit parce que tout est grand, et tout est grand parce que tout est petit. Donc avec ça,
Je vais terminer et je vous remercie beaucoup.